Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Call spécial 5e anniversaire d'Africa News. Voici les titres. Votre chaîne panafricaine célèbre ce mardi 20 avril ses 5 ans d'existence. Une occasion de jeter un coup d'œil sur les différentes marches franchies par notre continent. Le gouvernement français accusé d'avoir permis un génocide prévisible en 1994, selon les conclusions d'un rapport ordonné par les autorités rwandaises un mois après un rapport français qui dressait l'implication de Paris. Et puis, déclaration de guerre dans le football européen. Lundi, des clubs ont décidé de créer leur Super League, un projet porté par 12 clubs dissidents, avec une compétition privée, fermée, vouée à supplanter la Ligue des Champions. Africa News a 5 ans, 20 avril 2016, la chaîne panafricaine avec l'ambition de donner une voix à l'Afrique arrivait sur vos écrans. Aujourd'hui, Africa News est regardée à travers tout le continent et notamment via ses plateformes en français et en anglais, et ce, grâce à votre fidélité. Merci. Et pour ce 5e anniversaire, revivons ensemble les premières étapes de votre chaîne panafricaine. C'était le 20 avril 2016 à Pointe-Noire, au Congo, entouré d'une pléiade de journalistes africains. Michael Peters, président du directoire du groupe Euronews, poussait symboliquement le bouton de démarrage d'Africa News. Une nouvelle chaîne consacrée à l'actualité du continent africain voyait le jour. Cameroun, Kenya, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Congo ou Nigeria, des journalistes venus de 4 coins du continent sont à la manœuvre du premier média panafricain bilingue, une rédaction de spécialistes dédiée à porter votre voix. Dès son lancement, Africa News crève donc l'écran avec notamment un rendez-vous matinal inédit, le Morning Call. Bonjour et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani en direct de Pointe-Noire au Congo. Présenté simultanément par une journaliste francophone et un journaliste anglophone. Les Africains se réveillaient donc désormais au quotidien avec ce programme. Pour coller au plus près à une actualité africaine en pleine mutation, la chaîne s'appuie sur un puissant réseau de correspondants. Plus de 40 répartis sur l'ensemble du continent. Les résultats ne se sont pas fait prier. L'agriculture a été un des moteurs de cette croissance. Macky Sall, Paul Kagame, Alpha Condé et autres, nombreux sont les chefs d'État qui accordent des interviews exclusives à la chaîne. Alors qu'elle souffle ce 20 avril sa 5e bougie, Africa News est devenue incontournable. Distribuée en Afrique subsaharienne par plusieurs des principaux bouquets satellitaires, mais aussi via la TNT ou des fenêtres hertziennes, la télévision panafricaine est suivie par 34 millions de foyers. Une petite chaîne qui n'a pas fini de monter et qui poursuit son ascension hors du continent, de même que sur le digital. Parce que votre voix compte. Because your voice matters. Et puis ce 20 avril reste une date importante dans l'histoire d'Africa News. Prenons le temps de faire le tour du continent en quelques minutes et retrouvons-nous juste après pour continuer ensemble la célébration des 5 années d'existence. Le rôle de la France lors du génocide rwandais établi par un rapport commandé par Kigali en 2017 et publié lundi. Ses auteurs sont formels. La France porte une lourde responsabilité pour avoir rendu possible un génocide prévisible. Pour le cabinet d'avocats américains ayant travaillé sur le dossier, Paris savait que des massacres étaient en préparation, mais n'a pas coupé les ponts avec le régime Habyarimana. Bien au contraire, le pouvoir en place à Kigali était toujours au bon soin de la France, un soutien qualifié d'indéfectible même à l'approche du déclenchement des massacres. Balayant donc les conclusions de l'historien français Vincent Duclerc, remises fin mars, selon lesquelles la France n'était pas au courant de la préparation des massacres. Le Premier ministre français à l'époque des faits, Édouard Balladur, avait rejeté la semaine dernière l'idée d'une repentance, affirmant que son pays était le seul à avoir initié une opération humanitaire au Rwanda pendant cette période trouble.
La République démocratique du Congo immunise sa population contre le coronavirus. Le pays a lancé ce lundi la campagne de vaccination irrélative. L'opération initialement prévue pour le 15 mars avait été reportée après des appréhensions sur des effets secondaires provoqués par les doses d'AstraZeneca. Les autorités congolaises ont tenté de montrer l'exemple, question de rassurer une population trop exposée aux rumeurs anti-vaccins. Ces jours marquent une étape importante dans la lutte contre la Covid-19 où la réponse sanitaire sera à jamais renforcée avec les activités de vaccin qui commencent aujourd'hui. Je me suis fait vacciner parce que je crois que c'est un geste volontaire important, c'est un geste de solidarité vis-à-vis des autres. Je n'ai pas été touché par le Covid, je ne veux pas être touché par le Covid et je me suis fait vacciner parce qu'aujourd'hui c'est un vaccin efficace qui est distribué en RDC. Jusqu'ici, le pays n'a reçu que 1,7 million de vaccins de l'initiative COVAX pour une population de plus de 80 millions d'habitants. La RDC a enregistré officiellement 28 956 cas de Covid-19, dont 745 décès. Loin du difficile ramadan de 2020 marqué par le couvre-feu, le mois de carême de cette année s'annonce sous de meilleurs auspices au Sénégal. Cependant, commerçants et clients doivent faire face à la conjoncture engendrée par la crise sanitaire mondiale. L'inquiétude de voir flamber les prix des denrées reste d'ailleurs grande, même si les choses paraissent abordables pour l'instant. Ce n'est pas trop cher, les prix sont vraiment abordables. J'ai un marché près de chez moi, mais c'est plus cher. C'est presque le double des prix que je peux trouver ici. C'est pourquoi d'ailleurs je préfère venir dans ce marché pour faire mes courses parce que c'est vraiment abordable. Franchement, je n'ai pas constaté d'augmentation de prix. À la veille, comme pendant chaque grand événement, c'est toujours le rush dans les marchés. Mais en ce début de Ramadan, ce n'est toujours pas le cas, comme ici, au marché Castor, l'un des plus importants de Dakar, la capitale du Sénégal. Mais les commerçants s'attendent à avoir beaucoup plus de monde dans les jours qui viennent, en tout cas plus que l'année dernière où tout était au ralenti à cause du Covid-19. Une pandémie dont le spectre plane d'ailleurs toujours ici. Difficile, voire même impossible de parler à un commerçant sans qu'il n'évoque le sujet. C'était vraiment très difficile l'année dernière parce qu'on était obligé de descendre à 16h pour ne revenir qu'à 6h du matin le lendemain. Mais ça bougeait plus, surtout les samedis, car il n'y avait pas marché les dimanches. On parvenait donc à faire des bénéfices. Cette année, il y a plus de marchandises, mais on vend moins. Plus de marchandises, mais pour combien de temps encore? En tout cas, la peur d'une rupture dans la chaîne de distribution reste pesante. Mais l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal rassure. Pour ce qui concerne ce mois de Ramadan, je peux vous assurer qu'il y a des stocks disponibles jusqu'à 45 jours, donc 1 mois, 15 jours. Même pour le sucre, on en a pour 3 mois. Pour le gaz, on en a pour 15 à 20 jours. Mais au même moment, il y a des commandes qui sont déjà effectués et qui sont en cours d'acheminement vers le Sénégal. Donc, incessamment, avant qu'il y ait rupture de stock, ces produits-là vont inonder le marché. De quoi soulager donc les Sénégalais qui subissent à des degrés différents l'impact du Covid-19. Reste maintenant un gros souci pour beaucoup. Gagner assez d'argent pour s'offrir un ramadan bien agrémenté. Retour sur le plateau et nous accueillons Michael Peters, président, directeur général d'Euronews Media Group. Bonjour messieurs. Bonjour. L'Afrique est une terre d'opportunités, un continent en pleine croissance. Ce sont vos mots au lancement de cette chaîne qui célèbre aujourd'hui ses 5 ans. Quel sentiment avez-vous du parcours accompli autour de cette idée? Je dirais que le sentiment est partagé en deux grands éléments. Il y a d'une part de la fierté, bien évidemment, et d'autre part de la gratitude. Je pense qu'ils étaient peu nombreux, ceux, il y a 5 ans, qui croyaient dans ce projet, qui croyaient dans le fait qu'un média tel que Africa News puisse exister un jour, puisse réellement être pan-continental. Peu de gens croyaient au fait que cette chaîne serait libre, indépendante, qu'elle aurait sa voix, sa tonalité. Peu de gens croyaient que la voix africaine dans le monde trouverait sa place dans l'agenda international de l'information. Peu de gens croyaient certainement que je serais là avec vous aujourd'hui pour célébrer les 5 ans de cette chaîne qui a trouvé sa place, qui
a des taux de reconnaissance de la marque près de 75-80%, 85% dans certains pays d'Afrique. Et ensuite, beaucoup de gratitude pour vous tous, les équipes, parce que en fait, tout ça n'est lié qu'à toute cette rédaction incroyable menée de main de maître par François Chignac, qui a toujours a laissé de côté sa vision de là d'où il vient, il vient d'Euronews, etc., pour laisser justement cette voix africaine s'exprimer avec tous les rédacteurs en chef, la rédaction en chef, et bien sûr tous les journalistes, les éditeurs, les monteurs, évidemment, tous les techniciens qui sont derrière. Et donc, une immense gratitude à toutes les équipes qui font de Africa News ce qu'elle est aujourd'hui. Vous êtes fiers et vous l'avez dit, et intéressons-nous à présent aux fondamentaux de cette chaîne qu'est Africa News, l'indépendance éditoriale, la compétence et le sérieux dans la délivrance de l'information qui fait écho à la diversité des voix africaines. Aujourd'hui, toutes ces choses ont-elles été respectées selon vous ? Oui, je le pense. Il y a beaucoup de choses qui restent à améliorer sur Africa News, bien évidemment. On est très loin d'être parfait, comme sur Euronews, et on apprend tous les jours. D'ailleurs, on est jugé tous les jours. C'est un peu le principe de notre profession et notre métier, où on produit une offre qui, chaque jour, en fait, est analysée, écoutée, commentée par la planète entière. Donc, on est confronté, en fait, à ce feedback permanent. Mais globalement, sur ces éléments essentiels qui étaient les fondamentaux, en fait, de la vision d'Africa News, je crois que personne n'a rien à dire. J'ai lu tellement de choses au moment où j'ai annoncé le lancement d'Africa News, tellement de scepticisme, tellement de doutes, tellement de papiers dans les différentes presses et médias. Et bizarrement, depuis que vous avez réussi à lancer Africa News avec votre façon de faire, il n'y a plus de papier. Africa News célèbre ses 5 ans d'existence. On a envie de vous demander comment voyez-vous les 5 années à venir ? Je pense que nous sommes sur une aventure qui n'est qu'à son début. Je pense qu'il y a beaucoup de matins prometteurs. Je pense qu'il va falloir aussi qu'on se renforce peut-être un peu localement, avoir cette vision globale que nous essayons d'avoir pour Euronews. Maintenant que nous sommes très global sur l'Afrique, il faut que nous pensions également à aller plus dans le local, à aller dans les pays, être encore plus présents. Nous sommes déjà beaucoup, nous avons des représentants, des correspondants dans tous les pays, comme vous le savez bien, mais peut-être ouvrir des bureaux. Nous sommes en discussion avec certains pays, et donc nous espérons de tout cœur que cette vision globale des choses, en fait, pourra effectivement nous aider à aller de l'avant. Et je crois que vraiment, ce qui comptera dans 5 ans, c'est aurons-nous aidé à construire cette identité panafricaine que nous essayons de construire depuis le début. Ça, c'est quelque chose qui est le plus important pour nous. Et je suis certain que dans 5 ans, nous nous reverrons, vous et moi, et nous pourrons faire un point là-dessus, et en espérant que nos espoirs seront concrets et deviendront une réalité. Merci à vous, Monsieur Michael Peters, d'avoir répondu à nos questions pour le Morning Call spécial 5e anniversaire d'Africa News. Merci à vous. En 5 ans, Africa News s'est donné pour mission de vous informer de l'actualité du continent, mais également de l'information internationale, dont voici les principaux sujets du jour préparés par la rédaction d'Africa News. C'est un véritable séisme dans l'histoire du football européen. 12 clubs ont décidé de lancer la Super League, un championnat privé censé supplanter la prestigieuse Ligue des Champions. Le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a dénoncé une proposition honteuse guidée par l'avidité de quelques clubs. Dans la sphère politique, on soutient les instances traditionnelles, comme l'a fait le Premier ministre britannique Boris Johnson. Nous allons examiner tout ce que nous pouvons faire avec les autorités du football pour nous assurer que cela ne se fera pas de la manière dont c'est actuellement proposé. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les fans. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour le football dans ce pays. Je n'aime pas l'aspect de ces propositions et nous allons nous consulter pour voir ce que nous pouvons faire. Selon ses promoteurs, ce projet engrangerait des recettes bien supérieures à celles obtenues par l'UEFA pour l'ensemble de ses compétitions, permettant notamment de compenser l'impact du Covid-19. Sur Twitter, le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a fustigé cette nouvelle ligue réservée aux clubs riches et puissants
et a défendu le modèle européen de sport fondé sur des valeurs et basé sur la diversité et l'inclusion. L'UEFA avait prévenu dès dimanche que tout club dissident serait exclu des compétitions nationales et internationales et que leurs joueurs ne pourraient plus jouer en équipe nationale, par exemple à l'Euro ou à la Coupe du Monde. Malgré une mortalité plutôt élevée en raison de la pandémie de coronavirus, la Hongrie a décidé de rouvrir une partie de ses écoles primaires et maternelles. Le gouvernement affirme que 200 000 professeurs ont été vaccinés, ce qui permet un retour en classe. Le syndicat des enseignants y était opposé, mais cette directrice y voit du positif. En raison de leur âge, l'éducation numérique n'est pas adaptée à ces enfants. C'est pourquoi les élèves et les enseignants estiment que leur place est ici, à l'école, en présentiel. De son côté, le Portugal a atténué les mesures de restriction ce lundi en rouvrant les centres commerciaux, les écoles et les universités. Les repas en intérieur sont également autorisés car la situation sanitaire s'améliore. Il s'agit de la troisième étape de déconfinement après un verrouillage de 2 mois qui a permis de casser la troisième vague de contamination. En Serbie, le second semestre a débuté ce lundi avec une partie des élèves présents en classe pour des cours de 30 minutes au lieu de 45 initialement. L'année scolaire va être allongée de 5 jours. L'État a instauré un système qui permet d'alterner la présence des élèves en fonction de leur âge avec des cours en présentiel, d'autres en virtuel. En Slovaquie, les restrictions ont également été partiellement allégées avec l'ouverture des commerces et des coiffeurs notamment. Un semblant de vie normale souffle sur Bratislava depuis ce lundi. Enfin, en Suisse, les restaurateurs ont pu à nouveau servir leurs clients en terrasse uniquement. Les cinémas et les salles de sport peuvent aussi reprendre leurs activités sous certaines conditions. Vous êtes toujours sur Africa News et dans le Morning Call spécial 5 ans de votre chaîne panafricaine. Et si on s'intéressait à présent aux progrès réalisés par notre continent ces 5 dernières années, et pour explorer le passé, mais également l'avenir, le professeur et économiste de l'Université de Cape Town, le Bissau-Guinéen Carlos Lopez est avec nous. Bonjour messieurs. Je suis ravi de vous rencontrer. Quel bilan faites-vous des progrès réalisés par l'Afrique ces 5 dernières années? Je pense qu'il est bien de constater que nous avons un discours sur l'Afrique qui a changé. Un discours qui est devenu plus positif, un discours qui est centré sur les opportunités, pas encore un discours de la transformation. Nous avons très peu de pays qui sont en train de faire ce qui est nécessaire pour une transformation structurelle de nos économies. Nous continuons toujours à parler de croissance, de certains indicateurs qui sont bons, mais qui font défaut par rapport à la transformation de la vie des gens. Et je dis ça tout en constatant que nous avons une connaissance statistique assez faible du continent. Nous nous basons très souvent dans des projections qui ne sont pas favorables à l'Afrique pour tout un tas de raisons. Mais cela étant, nous sommes vraiment en train de construire une Afrique plus intégrée. Il n'y a pas de doute que la zone de libre-échange continentale est un projet majeur qui transforme la réalité du continent. Il n'y a pas de doute que nous faisons des progrès dans la libre circulation des Africains dans son continent. Il n'y a pas de doute non plus que nous sommes aujourd'hui acceptés dans la scène internationale comme des players qui ont une voix de plus en plus importante, notamment en matière économique. Nous avons vu cela avec la pandémie, où les Africains ont été parmi ceux qui ont eu la meilleure réponse et ont pu vraiment démontrer une certaine unité dans des domaines qui n'étaient pas vraiment très souvent partie de ce type de réponse. Donc, nous sommes en train de constater une Afrique qui s'affirme, une Afrique qui se veut un peu différente des stigmes du passé. L'Afrique a-t-elle joué sa participation dans la course au vaccin? Les Africains ont pu vraiment jouer leur partition en étant parmi les premiers qui ont justement répondu aux défis du commerce mondial en s'unifiant davantage, donc en allant un peu en contre-courant. Nous avons aussi été parmi ceux qui ont apporté la réponse la plus exigeante par rapport aux accords de Paris sur le climat. Donc, je pense que les Africains étaient en train de se positionner déjà avant la pandémie
comme des acteurs qui ont leur mot à dire et qui ont vraiment quelque chose de nouveau à apporter dans la discussion sur les problèmes systémiques. Mais bien sûr, ils sont les premiers à souffrir de ces problèmes systémiques. Donc, quand la pandémie a vraiment montré ses dents, c'est clair que l'Afrique a beaucoup souffert, mais elle n'a pas souffert là où on l'attendait. Ce n'est pas dans le plan sanitaire que nous avons eu le plus de problèmes. Par contre, sur le plan économique, on a beaucoup souffert parce que, justement, on souffre d'abord du fait que ces problèmes systémiques n'ont pas été résolus. Et deuxièmement, parce que quand on essaye de sortir un peu du carcan des mesures qui sont connues, les Africains n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas la même latitude qui est donnée à d'autres pays. Quel est votre rêve pour les 5 prochaines années en Afrique? Je dis que l'Afrique est l'avenir du monde parce que nous sommes en train de vivre notre transition démographique, c'est-à-dire le moment où les taux de fertilité commencent finalement à descendre, à un moment très particulier. D'abord, parce que l'ensemble du monde est en train de vieillir plus rapidement. Donc, ce qui fait qu'il y a un réservoir de jeunesse dans le continent africain qui sera absolument fondamental pour l'avenir du monde. À partir du moment où 1 sur chaque 2 enfants nés à partir de 2030 sera africain, nous serons dans une situation où, à force, n'est-ce pas, d'être la plus grande jeunesse, nous sommes aussi la plus grande partie du monde pour consommer la technologie des nouveaux produits. Parce que vous n'estimez pas que ce sont les vieillards qui vont consommer ces produits. Donc, nous devons regarder l'Afrique comme, disons, une proposition pour la sortie du monde des difficultés que nous rencontrons actuellement. Merci à vous, Carlos Lopez, pour vos éclairages. C'était vraiment un plaisir. Et voilà, c'est terminé pour ce Morning Call spécial 5e anniversaire. Sachez qu'Africa News, à travers ma voix, tient à vous remercier de votre fidélité. N'hésitez pas à continuer l'aventure à nos côtés. Merci.